on voit un espèce d'effet de rattrapage, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup un œil sur le marché nord-américain qui est plus développé, qui pour plein de raisons d'ailleurs, bonnes et mauvaises, hein, pas uniquement des bonnes, mais il y a une envie de rattraper le retard autant que possible par rapport aux US et de copier le modèle américain. Et donc c'est ça pour moi les années, la décennie qui vient de s'écouler, c'est une espèce de phase d'adolescence de l'écosystème. Il existait déjà l'écosystème, mais il était très embryonnaire. Il a vraiment poussé assez vite pour atteindre un espèce de plateau de maturité d'un écosystème qui est relativement complet. Il y a encore beaucoup à faire, hein, notamment sur le sujet des sorties, des marchés boursiers, de la M&A, alors du secondaire on en parlera, mais il y a un espèce de deuxième étage de la fusée qu'il va falloir aller chercher dans les années à venir. Mais franchement, ce qui a été fait en l'espace de 10 ans est quand même assez phénoménal. La BPI y a participé, mais avec tous les acteurs, hein, en soutien de tous les acteurs. Et tout le monde s'est retroussé les manches pour vraiment faire sa mue et pousser dans le bon sens. Et en réalité, c'est assez intéressant parce que c'est une vraie démarche entrepreneuriale. Parce que oui, on est dans une industrie un peu particulière qui est celle de l'investissement et de l'asset management. Mais les codes de l'entrepreneuriat, ils sont tout à fait valables. Donc en fait, ce travail qu'on a fait, c'est juste de se dire quels sont les produits sur le marché, qu'attendent les clients, donc les investisseurs de ces produits, qu'est-ce qu'ils attendent quand ils investissent. On a parlé à tout un tas d'investisseurs de nature différente, dans des géographies différentes, pour comprendre un petit peu essayer de dresser un état des lieux du marché. Et ensuite, on essaie de le projeter sur ce qu'on pense qu'on sait faire, en tout cas ce qu'on pense qu'on sait bien faire. On a essayé de le projeter aussi sur l'état actuel de la réglementation, notamment durabilité, etc. Et tout ça, donc, ça nous a conduit assez naturellement et assez vite, en réalité, à nous dire qu'une vraie bonne opportunité, c'était celle-ci. Hein. C'est le secondaire dans la tech, donc on va y venir. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver toutes et tous dans le podcast de Daphne. Comme vous le savez, l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir des membres de notre communauté qui nous entourent et nous inspirent. Avec moi aujourd'hui, pendant les 45 prochaines minutes, ou peut-être une heure même, parce que souvent avec elle, on a des choses à dire. Ma chère Sauvane Saint-Léger, tu es parmi nous, merci. Absolument, c'est et un bonjour. plaisir. Bonjour. Autour de la table aussi, c'est un homme très inspirant qu'on connaît depuis longtemps. Il nous suit chez Daphne depuis 10 ans. Il a quitté la BPI il y a quelques mois pour se lancer dans un nouveau projet. C'est Yoann Cojol qui est parmi nous. Salut Yoann. Salut Aurélie, salut Sauvane et ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup de prendre le temps de venir nous parler de ta nouvelle aventure. Mais avant de parler de tout ça, on va quand même te poser les questions qu'on adore et on veut savoir un peu qui es-tu, d'où viens-tu, de quelle région, comment es-tu arrivé à Paris, à la BPI, les études, t'as des frères, t'as des sœurs. On veut toute l'histoire. On va tout. Et du coup, ça va répondre à des questions de la vidéo là. Ok, la version un peu longue. Non, mais alors écoute, on va commencer par le commencement. Donc 37 ans, marié, papa d'un petit garçon. Je dirais que je suis un ingénieur contrarié qui est devenu investisseur dans la technologie. Donc je suis parisien d'adoption depuis une quinzaine d'années, mais avec un respect profond pour mes racines provinciales, qui moi sont du côté de Montpellier et de Toulouse. Je dirais que sur mon temps libre, je suis sportif, musicien amateur. J'aime bien les romans de science-fiction. Pour répondre à ta question, je suis issu, pour faire simple, d'une famille classe moyenne, avec un papa patron d'une TPE, donc d'un petit cabinet d'expertise dans le domaine de la construction, maman de formation comptable qui a travaillé 30 ans avec mon père, principalement s'occuper des aspects administratifs, donc petit business familial, un frère jumeau et une petite sœur, une enfance, le souvenir en tout cas d'une enfance très heureuse. Manque de rien, absolument rien. Pas de superflu non plus, tu vois, on te fait toucher quand même la valeur des choses un peu tout le temps. Et puis, je dirais une enfance marquée avec pas mal de sport et à l'adolescence pas mal de jeux vidéo, très classique. Mais le sport, ça a été important, moi je pense, dans ma construction personnelle. C'était beaucoup de judo à l'époque. J'avais un super prof, un super mentor. Noir, je me suis arrêté au premier dan. Faut pas s'approcher de Yoann.
Une arme blanche. Non, mais il va nous faire une prise là. c'est les valeurs sportives évidemment, Oui. de dépassement de soi, tout ce qu'on connaît, mais c'est aussi le code moral. Au judo, il y a une espèce de code moral, de code éthique. Et puis c'est le premier contact avec la compétition, avec un prof qui a été plus qu'un prof, qui a été un mentor et qui poussait beaucoup. Donc ouais, c'est vraiment des années heureuses et bon, c'est classique pour un jeune garçon, quoi. Et donc tu fais une école d'ingé. Ouais. Mais tu es contrarié. Non, mais en fait, je dis contrarié parce que mon modeste parcours est un cheminement en fait de transition qui n'était pas vraiment, ou une espèce de métamorphose qui n'était pas forcément prévue ou anticipée. Donc, pour tout te raconter, moi j'étais parti sur une formation technique, je m'étais inscrit à un IUT en terminale, j'avais même été accepté, tu vois. Bon, j'étais en partance pour une formation dans la région, et puis c'est mes profs, tu vois, qui m'ont un peu rattrapé, ça devait être maths et physique, en me disant bah tu devrais regarder une prépa. Donc je me retrouve en prépa, sans trop savoir d'ailleurs exactement si je veux faire à la fin une école généraliste, une école technique, une école de chimie, voilà. Et puis je me retrouve à l'ENSET en télécom, donc ce que j'ai adoré. Et puis à l'ENSET, dans ces écoles-là, donc on est dans les années 2005, 2006, 2007. À ce moment-là, c'était bien vu de faire une expérience à l'étranger. Et en fait, tu vois, je décide de ne pas la faire. J'arrive à choper un stage sympa chez IBM à Paris. Et je me dis, en fait, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire, plutôt que de cocher la case étranger. Alors, je le regrette un peu d'une certaine manière parce que ça reste un regret de ne pas avoir fait ça durant mes années d'études, hein, donc l'expérience à l'étranger. Mais je me dis, en fait, pour moi, l'étranger, ça va être Paris. Je suis très provincial à ce moment-là. Et donc là aussi, c'était pas forcément anticipé, mais c'est vraiment la découverte d'une ville que je trouvais impressionnante au démarrage. Pour tout te dire, tu vas être très sensible à ça, Aurélie, c'est la perte de l'accent. Parce qu'en fait, moi, toute la journée... Au début, c'est marrant, mais toute la journée, les gens qui te disent « Oh, vous avez l'accent du soleil !» Bon, c'est un peu pénible à la longue. Donc, en fait, il y a une espèce vraiment de métamorphose à ce moment-là. Tout à fait. Donc, tu perds l'accent à ce moment-là. Ouais. Ah, complètement. Ouais, tu le gommes, ouais. Tu le gommes. Pour rentrer dans le stéréotype et te fondre un peu dans le paysage. Et donc, voilà, donc c'est une succession d'étapes. Ensuite, je fais, à la sortie de mon stage chez IBM, je fais 2 ans de conseil dans les télécommunications et la cybersécurité, donc chez Waystone. Et là, en fait... Pareil, je sens que c'est pas la bonne orientation définitive pour moi. Ça me plaît bien et ça se passe bien, hein, pour être très clair, mais je me projette pas et surtout je sens que voilà, j'ai pas encore trouvé ma bonne voie, celle sur laquelle tu peux vraiment lâcher les chevaux et t'épanouir totalement. Et donc je décide de poser ma démission et de repasser par un master. Alors à l'époque c'était HEC. Parce que en fait, j'avais un intérêt personnel de plus en plus vif pour tout ce qui était économie-finance, que j'avais assez peu vu dans ma formation d'ingénieur, qui était évidemment beaucoup plus tournée vers les sciences. Et donc, voilà, je me dis, je vais en fait, d'une certaine manière, compléter ma formation. Et puis, tant qu'à faire, j'avais vendu un projet M&A, parce qu'il faut se replacer, on est en 2010, la voie royale à l'époque, c'était la FUSAC, la M&A. Et puis, par ailleurs, moi, ça permettait éventuellement de marier mes premiers amours dans les sciences et la technologie avec ma formation HEC. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai cherché mes stages et mes débouchés à la sortie du master, en fait, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Daniel Balmis, qui à l'époque, alors ça s'appelait pas encore la BPI, ça s'appelait CDC Entreprises. C'était une des entités c'était une filiale de la Caisse des dépôts à 100% et qui ensuite a été fusionnée pour créer la BPI quelques mois plus tard. Et voilà, un entretien assez simple, mais un très bon fit avec Daniel à l'époque. Et donc, je réfléchis en me disant mais c'est quoi ce métier du private equity? Alors c'était pour faire de l'early stage direct, donc c'était pour faire grosso modo ce que fait Daphne, mais à l'intérieur de CDC Entreprises en 2010. Et donc je suis rentré, j'ai fait ça quelques mois en stage, puis ensuite converti évidemment en CDI. Et assez rapidement, Daniel, qui à l'époque chapeautait 2 activités, en réalité il était responsable de l'activité d'investissement dans les fonds, donc le fameux fonds de fonds, et il avait initié cette activité d'investissement en direct dans les startups en early stage, dans le digital. Et donc il m'avait d'abord embauché là-dessus parce qu'il avait un besoin, et ensuite assez rapidement il me propose de basculer sur l'activité d'investissement dans les fonds. Et là aussi c'est une étape un peu de transformation pour moi parce que... Et là t'as quel âge? Bah là j'ai 26 ans. Ouais, ok. Et à ce moment-là, en fait, la mode, c'est plutôt de faire du direct, de l'early stage dans les startups. C'est assez cool. C'est en train d'arriver massivement en France et en Europe. Ça existait déjà, hein, mais c'était très très confidentiel et on est au début de l'explosion de la French Tech, au tout début.
Exactement. Donc, du coup, là, l'écosystème, il n'est pas encore florissant. Enfin, il y a, mais il y a beaucoup moins qu'il y a quoi comme boîte il y a 10 ans là. Tu avais déjà quelques gros acteurs du marché, quelques marques qui existent encore aujourd'hui, bien entendu, des Sofinova, des Partech, des Idinvest, etc. Et en entrepreneur en entrepreneur, effectivement, tu es vraiment sur la première génération de gens que vous connaissez bien, comme Marc Simoncini, comme Jacques-Antoine Granjon, Xavier Niel. On est vraiment sur cette toute première génération, en tout cas pour les gens visibles, et ceux qui ont vraiment réussi à construire des grosses sociétés. Et on n'est pas du tout encore dans le foisonnement et l'explosion de la French Tech qui, elle, démarre quelque part, effectivement, plutôt à partir, enfin, je ne sais pas si on peut le dater, mais entre 2010 et 2015 progressivement. Et donc, moi, si tu veux, je fais le choix d'aller sur la sélection de fonds, de ne pas prendre le poste dans le direct, qui était ouvert aussi. Donc, j'en parle un peu avec Daniel, avec les gens autour de moi. Et en fait, j'aime bien cette idée de travailler un cran plus haut dans la chaîne de valeur, de travailler pas uniquement avec des fonds early stage, mais aussi avec des fonds plus late stage, avec des fonds qui ne sont pas uniquement dans la technologie. Donc pour parler très clairement dans le buyout, dans le capital développement, de travailler avec des fonds dans le digital, des fonds dans la santé, les biotechnologies, des fonds dans la clean tech. Donc si tu veux, déjà à l'époque, un choix un peu contraire, on va dire, à ce que un certain nombre de personnes, en tout cas, me recommandaient de faire. Et quel est ton métier exactement ? Ça veut dire quoi ? Donc tu choisis cette voie-là, ça veut dire quoi ? Donc l'activité fonds de fonds, c'est quoi ? On vient de voir. Ouais, c'est un nom un peu barbare pour dire que tu investis du capital, non pas directement au capital de société, mais en réalité tu les confies en gestion à des gérants de fonds. L'exemple typique étant Daphne, mais il y en a plein d'autres, chacun ayant en fait son ADN, sa stratégie et donc proposant son produit financier avec des caractéristiques qui sont différentes. Et donc le but, c'est de constituer des portefeuilles qui soient composés d'actifs qui ne sont pas donc des sociétés, mais qui sont des fonds, des parts de fonds. Et donc ça, pour parler en langage plus financier, en fait, ça te permet d'avoir un couple risque-rendement qui est un petit peu différent, puisque évidemment, tu te retrouves en transparence dans ton portefeuille sous-jacent à avoir une quantité de sociétés très supérieure à ce que tu peux avoir dans un seul portefeuille d'un fonds, dans lequel, en moyenne, tu vas plutôt avoir 15 à 25 sociétés. Bon, mais dans une approche fonds de fonds, si tu as 15 à 20 fonds dans le portefeuille qui eux-mêmes investissent dans 15 à 25 sociétés, tu te retrouves tout de suite avec un gros échantillon. Et donc ça te permet d'avoir une diversification beaucoup plus importante. Et donc, quand il y a quelque chose qui se passe moins bien, eh ben, c'est contrebalancé par le reste du portefeuille. Et à l'inverse, quand il y a quelque chose qui se passe très très bien, ben, ça tire la performance vers le haut, mais évidemment dans une proportion qui est moins significative, puisqu'il y a tout le reste du portefeuille qui vient aussi contrebalancer. Donc tu es sur ce qu'on appelle un couple risque-rendement qui est un petit peu moins agressif que ce que tu peux avoir quand tu viens prendre un risque plus important dans un fonds en direct. Et en l'occurrence, quand tu le fais à la BPI, tu le fais parce que d'abord c'est très cohérent avec le rendement de long terme qui est recherché par une institution comme la BPI. Et par ailleurs, tu le fais dans un objectif de structuration du marché, c'est-à-dire que apporter du capital en direct à des sociétés, si tu veux le faire at scale, c'est quand même très compliqué. Ça nécessiterait d'une certaine manière d'avoir des équipes qui elles-mêmes scale à l'infini, et c'est pas le but. Et donc, en intervenant un cran plus haut dans la chaîne de valeur, tu apportes du capital à des acteurs privés qui eux-mêmes ensuite peuvent faire en toute indépendance leur sélection et qui peuvent animer le marché. Et donc tu aides à structurer un marché privé, là où dans d'autres pays ça se fait d'une autre manière et probablement plus spontanément parce qu'il y a des systèmes de retraite, des systèmes sociaux qui sont organisés différemment. Et donc il y a notamment dans tout un tas de pays, même en Europe, sans aller forcément dans le monde anglo-saxon, en Allemagne, dans les pays nordiques, il y a ce qu'on appelle des fonds de pension, qui sont des gros pourvoyeurs de capitaux, notamment pour les entreprises non cotées et pour les gérants de fonds. En France, il n'y a pas ces fonds de pension-là. Alors, il y a quelques exceptions dans la fonction publique, il y a quelques fonds de pension à la française, mais vraiment très très peu. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a un acteur comme la BPI qui a pu se positionner pour venir remplir cette case qui était en fait pas suffisamment développée en France. Sachant que vous aimez aussi beaucoup soutenir des first-time funds, donc justement des gérants qui lancent le premier fonds.
pour un peu créer justement cette diversité et promouvoir un peu l'entrepreneuriat aussi? Bah écoute, oui, donc là on rentre dans les années BPI et effectivement, parce que donc moi je suis rentré à la BPI, enfin donc dans l'ancêtre de la BPI en 2011 Ouais. et puis en 2012, donc je vous raconterai, mais ce qui est très sympa, c'est que très vite je rencontre Benjamin Paterno avec qui ensuite je vais travailler pendant plus de 10 ans et puis qui aujourd'hui est mon associé chez Rockbuy, et puis très rapidement il y a Nicolas Dufourcq qui débarque, puisque lui-même il avait travaillé à la préfiguration de ce que serait la BPI, et puis finalement on lui a proposé de prendre le poste, et Nicolas Dufourcq est arrivé avec son énergie, sa vision, enfin toutes les capacités qu'on lui connaît, et à ce moment-là on rentre en fait dans une espèce de décennie dorée, je pense pour l'écosystème et je pense pour la boîte BPI, et pour être très honnête je pense à titre personnel aussi. Ouais. C'est vraiment un cycle incroyable. Moi je considère avoir eu, alors on a beaucoup travaillé, mais je considère avoir vraiment eu un grand honneur que de pouvoir vivre ça de près et contribuer en étant un petit rouage, mais de pouvoir contribuer vraiment à cette grosse machine. C'est beau. Ouais, Et- c'est vrai. Ouais. Et donc, pour avancer sur ta question, ça fait partie des choses, oui, qui ont été mises en place et auxquelles j'ai eu le plaisir de participer durant les années à la BPI. C'est vraiment... Et puis je considère aussi, c'est le rôle d'une banque de développement d'une certaine manière, c'est-à-dire que Absolument, ouais. il faut faire un travail très sérieux de sélection, puisqu'à la fin de la journée, ça reste des produits financiers. Même sur un fonds de fonds, évidemment, il faut aller chercher les meilleurs sur tout un tas de caractéristiques. Et pas d'ailleurs, il y a du financier, il y a aussi de l'extra-financier de plus en plus, et vous y êtes très sensible chez Daphne. Donc sur tout un tas de sujets, il faut aller chercher les meilleurs. Oui, c'est ça, et tu as plusieurs critères de sélection. Tu as tout un tas de critères de sélection, et ce faisant, tu peux aussi t'intéresser à des choses un peu plus originales, à des stratégies un peu plus originales, notamment celles qui sont portées par des premières équipes. Alors dans le jargon, on parle de first time team et de first time fund. Bon, ce qui sont deux choses différentes, parce que les premières équipes, c'est vraiment les personnes qui s'associent pour monter un fonds, mais qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui n'ont jamais géré de fonds. Et les first time funds, donc les premiers fonds, c'est des équipes aguerries qui parfois ont travaillé dans d'autres structures et qui à un moment donné décident de sortir de ces structures-là pour prendre leur indépendance et pour lever leurs fonds. Et donc à la BPI, nous ce qu'on faisait à l'époque et ce que continue à faire la nouvelle équipe, c'est d'accompagner un nombre significatif de ces équipes-là qui ont plus de mal à se financer sur le marché. Parce que clairement, tu prends un risque supérieur, qui est le risque que l'équipe s'entende pas forcément aussi bien que c'était prévu, qui est le risque que cette stratégie qui est proposée, qui est un peu nouvelle et qui donc potentiellement offre aussi des perspectives de création de valeur qui sont un peu supérieures, parce que ce sont des gens souvent qui ont vu des failles sur le marché qu'ils vont chercher à exploiter, mais tu prends aussi le risque que cette stratégie soit mal maîtrisée, ou qu'en tout cas elle ne délivre pas la promesse qui était prévue. Et donc tu prends un risque un peu supérieur, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gérants de fonds qui, par principe, c'est-à-dire que c'est indépendant même de la qualité des projets en eux-mêmes, mais qui, par principe, ne s'intéressent pas à ce type de projet-là parce qu'ils apparaissent comme trop risqués par rapport, en fait, au niveau de risque que eux souhaitent prendre ou sont autorisés à prendre par leur mandant. Et donc, la BPI, c'est pas la seule, hein, mais ça fait partie des acteurs qui est capable de venir accompagner ces acteurs, et ce faisant, là aussi, de jouer son rôle de banque de développement, c'est-à-dire de participer sans cesse à la régénération du marché, de ne pas avoir un marché qui se sclérose sur des acteurs uniquement existants qui reviendraient régulièrement sur le marché, mais aussi de générer, enfin de stimuler l'arrivée de nouvelles équipes sur le marché qui viennent un petit peu d'abord proposer des stratégies alternatives et nouvelles, et puis aussi d'une certaine manière challenger les acteurs existants. Ouais. Ce que fait le Fonds européen d'investissement au niveau européen, ce que fait la KfW en Allemagne d'une certaine manière. Ensuite, tout le monde le fait avec un peu sa propre grille de lecture et avec une intensité qui peut être variable, mais c'est quand même ce que font la plupart des banques de développement. Donc BPI Vas-y. pendant 10 ans. Et attends, tu veux déjà passer à la question j'ai envie de après? savoir, Ah oui, je rock sais, mais bye. attends. mais du coup, qu'est-ce que tu vois, toi, comme évolution? Enfin, les 10 années où justement tu construis un petit peu ton portefeuille de fonds, où tu réinvestis du coup chaque année dans des fonds, ou parfois tu réinvestis pas. Qu'est-ce que tu vois, toi? Quel constat tu peux faire de ces 10 ans passés à la BPI? Effectivement, c'était les 10 ans en plus en pleine croissance, la French Tech, les startups, ça n'arrête pas, les fonds qui se créent, les nouvelles équipes comme nous. Ouais. Tu as des leçons que tu en tires, à part que ça a été une expérience incroyable. Des leçons, je sais pas, ce serait beaucoup Enfin, dire, mais en non, tout cas, mais- c'est spectaculaire. Bon, je vais pas vous apprendre grand-chose peut-être, mais la transformation du marché, elle est incroyable. En 10 ans. 10 ans, c'est relativement court quand même à l'échelle d'une industrie. Je dirais même à l'échelle d'un pays, parce que tout ça s'est fait
dans un contexte par ailleurs de transformation de l'économie française, de Brexit d'un côté, de rebasculement d'un début de démondialisation en réalité. Et donc, c'est assez incroyable la transformation pour revenir sur l'industrie du capital investissement en elle-même, des entrepreneurs dans la tech. Donc évidemment, la naissance en fait la naissance d'une génération qui ensuite essaime, parce que tous ces entrepreneurs du début des années 2010 qui ont monté des premières boîtes, ensuite, pour un nombre quand même assez important d'entre eux, ils ont créé d'autres boîtes en s'appuyant sur la courbe d'expérience, en ayant gagné un peu d'argent au passage, en le mettant au travail chez d'autres entrepreneurs de l'écosystème. Donc tu crées une espèce d'effet d'entraînement. C'est un peu la même chose au niveau des gérants de fonds, des profils très financiers pour vraiment les pionniers des années 2000. À partir des années 2000, et tout ça se traduit par aussi un côté très artisanal dans la pratique du métier, des petites structures, pour caricaturer, plutôt des clubs de partenaires, un peu comme dans les cabinets d'avocats, plutôt des clubs de partenaires qui font chacun leur deal, pas vraiment encore des sociétés de gestion au sens entrepreneurial du terme, qui se pensent comme des sociétés, qui se développent comme des sociétés. Donc ça, c'est vraiment le constat de départ. Et donc, on a vu progressivement au cours de la décennie arriver des profils plus entrepreneuriaux dans les équipes, donc une espèce d'hybridation, soit de personnes qui avaient fait un cycle en tant que patron de boîte dans le buy-out ou dans la tech, et puis qui décident ensuite de passer dans un métier de l'investissement, soit parce qu'ils ont gagné un peu d'argent, soit parce qu'ils ont découvert le métier. Des sociétés de gestion qui commencent à devenir donc à se penser beaucoup plus comme des plateformes accueillantes pour développer leur business, c'est-à-dire rajouter des nouvelles business lines. S'ils faisaient de la tech, ils vont faire du buy-out. S'ils faisaient du digital, ils vont faire de la santé. S'ils faisaient un fonds très européen, ils vont peut-être réfléchir à une autre géographie. Bon. Donc ils commencent à réfléchir business développement en réalité. Ce faisant, qui structurent leurs équipes. Donc on voit apparaître du middle management, on voit apparaître tout un tas de profils, et vous êtes très bien placé pour le savoir, des operating partners qui ne sont pas des investisseurs et qui apportent de la valeur, qui peuvent être effectivement des relations investisseurs pour animer le fundraising, pour animer les relations au quotidien avec la communauté des investisseurs et des parties prenantes, qui peuvent être évidemment de l'accompagnement opérationnel auprès du portefeuille pour aider les boîtes à se développer plus vite, pour leur apporter un peu des outils clés en main pour leur faire gagner du temps, se développer plus vite, qui peuvent être du contenu. Et ça aussi, ça a beaucoup participé, je le pense sincèrement, à la croissance de l'écosystème et au rayonnement même de l'écosystème français. Donc en fait, on voit un espèce d'effet de rattrapage, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup un œil sur le marché nord-américain qui est plus développé, qui pour plein de raisons d'ailleurs, bonnes et mauvaises, pas uniquement des bonnes, mais il y a une envie de rattraper le retard autant que possible par rapport aux US et de copier le modèle américain. Et donc c'est ça pour moi les années, la décennie qui vient de s'écouler, c'est une espèce de phase d'adolescence de l'écosystème. Il existait déjà l'écosystème, mais il était très embryonnaire. Il a vraiment poussé assez vite pour atteindre un espèce de plateau de maturité d'un écosystème qui est relativement complet. Il y a encore beaucoup à faire, notamment sur le sujet des sorties, des marchés boursiers, de la M&A, alors du secondaire, on en parlera, mais il y a un espèce de deuxième étage de la fusée qu'il va falloir aller chercher dans les années à venir. Mais franchement, ce qui a été fait en l'espace de 10 ans est quand même assez phénoménal. La BPI y a participé, mais avec tous les acteurs, en soutien de tous les acteurs. Et tout le monde s'est retroussé les manches pour vraiment faire sa mue et pousser dans le bon sens. Et donc, quel a été, à un moment donné, le constat après 10 ans? Qu'est-ce que toi, tu as vu donc avec Benjamin Paterno, avec qui tu as travaillé pendant 10 ans? Vous vous êtes dit, tiens, vous avez trouvé une faille, vous avez trouvé quelque chose où il fallait une brèche, où vous aviez peut-être quelque chose à faire? Ouais, à force de voir ces gérants à longueur de Oui. journée, vous vous êtes dit, bon, on va passer de l'autre côté de la table. Ouais, j'en pouvais plus des réunions avec Sovan, donc en fait on s'est dit il faut faire quelque chose, il faut partir. Il faut savoir que quand la BPI investit, ils sont très investis, très commit. Écoute, il faut quand même veiller aux intérêts, que tu sois la BPI ou ailleurs, il faut autant que possible Oui, parce que ton métier, si on le intérêts. rappelle, donc tu as investi, donc tu as un portefeuille de, je sais pas, c'était combien de fonds? Alors un fonds, ça a une durée de vie de 10 ans au démarrage. En réalité, notamment dans la tech où les cycles sont assez longs, la durée de vie moyenne constatée, elle est plutôt de 13-14 ans. Tu vois, donc c'est long, un fonds. À la BPI, dans le portefeuille, moi quand je suis parti en début d'année, il y avait un peu plus de 550 fonds, avec à peu près 200 relations d'affaires, puisque parfois on est investisseur dans plusieurs fonds d'une même relation d'affaires quand on est dans une institution comme la BPI. Et donc oui, ça fait du monde, ça nous a aussi donné l'opportunité d'ailleurs de travailler l'animation du portefeuille, parce que d'une certaine manière, c'est aussi un gisement de matières premières de gens très très intéressants et très smart, et pour lesquels tu peux vraiment travailler aussi l'effet synergistique au sein du portefeuille.
Mais donc oui, c'est des portefeuilles assez larges. Tu composes, c'est pas 550 fonds dans un même portefeuille, il y a des mandats. Certains mandats poussés à l'extrême sont pour un seul investisseur, d'autres sont pour plusieurs investisseurs dans un format assez classique de fonds. Et puis évidemment, il y a tous les mandats directement pour le compte de la BPI, donc ce qu'on appelle les fonds propres. Donc c'est organisé par millésime, par vintage, comme on dit dans le métier, hein, donc par année ou par fenêtre d'année. C'est organisé par stratégie aussi. Tous certains investisseurs veulent s'exposer, par exemple, sur l'early stage technologique, alors que d'autres veulent faire des PME régionales. Donc bon, tout ça est organisé selon en fait des produits financiers qui ont des stratégies, des caractéristiques bien définies et qui peuvent intéresser tel ou tel investisseur. Et le métier au quotidien, c'est faire de l'investissement, du deal making. Donc ça prend plusieurs mois. C'est un peu aussi ce qu'évoque Sauvan, avant même de rentrer dans une relation pendant 10 à 15 ans durant laquelle tu vas échanger. Alors c'est pas au quotidien, le rythme c'est peut-être hebdomadaire ou mensuel en fonction des besoins. Oui, c'est stratégique aussi, effectivement. Et puis sur les moments clés de la vie du fonds, quand il y a des sujets à arbitrer, quand il y a des sujets d'équipe. Mais ce qui est très agréable aussi pour nous du côté fonds, c'est que vous avez aussi une vision de tout l'écosystème ou des autres fonds, etc., qui est agréable d'avoir justement cette vision un peu plus de haut sur les moments, les revalorisations, enfin plein de sujets un peu différents, où vous apportez aussi cette expertise qui est nécessaire avec le FEI notamment. Bah, c'est vrai que quand tu as la chance d'être entre guillemets assis sur un portefeuille de 550 fonds dont 80% sont des fonds qui sont gérés depuis la France. Alors ensuite évidemment les investissements à l'intérieur du portefeuille, c'est pas que des boîtes françaises, mais il y a une empreinte assez forte sur le marché français et européen. Il y a aussi d'ailleurs, comme il y a de la diversification, le reste c'est quand même des fonds qui sont ailleurs en Europe et pour une grande partie aussi en Amérique du Nord. Quand tu as la chance d'avoir ce poste d'observation, là aussi, ça fait probablement partie du rôle d'une banque de développement d'être dans une approche constructive vis-à-vis de ses partenaires et des fonds dans lesquels elle investit, et donc d'essayer d'apporter ce benchmark, si je puis dire, à ses partenaires, en tout cas ceux qui le demandent. Et donc tu dis, donc en fait ta journée, elle est, tu rencontres des fonds. C'est du deal making. Et donc c'est les fonds qui viennent te voir, qui disent voilà, on lance ça, ou Daphne, on relance un fonds. C'est les deux. Si c'est toi qui choisis. Il y a les partenaires existants. Ton cherry picking. Non, mais vous êtes quand même très sollicité. T'étais super bien assis, toi, en fait. T'étais dans poste. Je vais te raconter pourquoi j'ai décidé de partir, mais le poste était très confortable. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Est-ce que tu cherches le confort avant tout, Aurélie? Non, mais attends, confortable ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais je disais, t'as une position comme nous. Enfin, remarque, nous, la relation est un peu en train de changer. Avec les entrepreneurs, on devient challenger, mais. Toi, c'est vraiment, on vient de voir, c'est toi qui fais ton non, franchement, je pense que c'est réducteur d'aborder les choses comme ça. Je suis le vexé. Non, pas du tout. Mais parce que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, il y a déjà 550 fonds avec lesquels on travaille. Donc évidemment, ceux-là, quand ils réfléchissent à lever leur véhicule successeur ou quand ils réfléchissent à développer une nouvelle activité au sein de leur structure, bien entendu, ils viennent nous en parler. Et souvent, d'ailleurs, ils le font très en amont, avant même que ce soit vraiment un enjeu pour eux de venir se confronter au marché. Puis ensuite, il y a évidemment tous ceux qui entendent parler de nous et qui voient très bien le rôle et puis l'argent dont dispose la BPI. Encore une fois, déployé de manière sélective, mais très consistant dans le temps. Très consistant, ça veut dire qu'il y a un montant investi qui est très significatif. Pour donner un ordre de grandeur, les 3-4 dernières années, c'est 1,5 milliard en moyenne uniquement dans des fonds du côté de la BPI. Et donc, évidemment, tous les acteurs savent qu'il y a des possibilités pour discuter avec la BPI. Donc, évidemment, il y a beaucoup de deal flow qui remontent naturellement et de gens qui nous approchent ou avec lesquels on est connecté directement. Mais ce serait un peu réducteur d'en rester là, parce que la réalité, c'est que si tu te contentes de faire ça, tu as ce qu'on appelle un risque de sélection adverse, qui consiste uniquement à faire ton shopping, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce qui t'arrive. Et c'est potentiellement se couper ou se priver d'une partie de personnes qui sont peut-être même celles auxquelles tu as envie de parler, parce qu'eux-mêmes ont en fait pas du tout de problème pour lever de l'argent parce qu'ils sont très bons, et donc ils n'ont pas forcément besoin de venir toquer à la porte et accepter même de rentrer dans un processus un peu long tel que nous on le pratique à la BPI, où vraiment on décortique l'opportunité avant de décider d'investir. Et donc évidemment c'est un tout petit peu painful pour pardon pour le vocabulaire anglais, c'est un tout petit peu lourd pour dans l'écosystème il y a beaucoup de franglais.
Oui, mais si on peut contribuer à atténuer ça, je pense que c'est pas mal. Allez, challenge accepté pour la fin du podcast. Et donc, en fait, commence mal. t'as besoin, C'est clair. t'as besoin d'aller aussi chercher ces gens-là pour les connaître Bien et puis sûr, éventuellement voir si tu as envie de les incorporer dans ton portefeuille. Et puis par ailleurs, il y a aussi toute l'activité qui s'est beaucoup développée et moi j'y ai beaucoup contribué, je pense, ces dernières années pour ouvrir un peu la diversification géographique du portefeuille de la BPI. Donc pour investir, pour le dire les choses très clairement, dans des fonds qui ne sont pas basés en France, parfois même qui ne sont pas basés en Europe. On fait ça pour différentes raisons. D'abord parce qu'on a des mandats d'investisseurs qui nous demandent de faire une sélection à l'étranger. Et puis aussi parce qu'avec les fonds propres de la BPI, ça permet de travailler avec des très bons acteurs étrangers et de les encourager, pour le dire de manière soft, à venir déployer une partie du capital de leurs fonds dans l'écosystème français. Donc en fait, tous ces gens-là, ils sont à l'étranger, ils ne connaissent pas forcément la BPI. Et puis surtout, ils n'attendent pas forcément après un acteur étranger comme la BPI pour construire leur levée de fonds. Et donc cela, c'est une approche très différente. D'ailleurs, en général, la BPI investit plutôt en deuxième ou en tout cas pas du tout en premier closing. Donc, elle ne fait pas partie des premiers investisseurs. Elle investit des tickets plus petits aussi. Et donc, pour tous ces gens-là, il faut un peu sortir les rames si tu veux, en tout cas les bons, si tu veux travailler avec eux. Donc, et ça, c'est bien parce qu'effectivement, ça permet de ne pas uniquement être assis sur une position très confortable où tu serais uniquement attentiste vis-à-vis des projets qui remontent. Voilà. Donc, juste on finit, il y a c'est quotidien, deal making. Attention, le franglais. Ok, donc tu... T'as trois choses, en tout cas. Et après, moi, dans suivi dans mon quotidien, c'est-à-dire moi, j'étais middle management, directeur d'investissement et directeur du développement. Donc, je faisais une partie de mon temps sur du deal making, du suivi de ligne, donc du suivi de fonds durant sa vie. Et puis la moitié de mon temps sur le business développement de l'activité. Et donc ça, c'est tout un tas de choses. J'avais notamment une équipe de personnes qui ne sont pas des investisseurs de métier et qui sont venus avec leur expertise propre sur différentes thématiques. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Et c'est la réflexion autour de la création, nous aussi, de nouveaux produits, de nouvelles business lines. C'est notamment dans ce contexte-là, ces dernières années, que l'on avait créé l'activité d'investissement, ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les véhicules qui sont ouverts à des investisseurs non professionnels, donc des particuliers, avec des tickets d'entrée très bas qui permettent, grosso modo, c'est vraiment ça l'ambition sur cette activité depuis quelques années, c'est vraiment de permettre l'accès à du capital investissement sur un produit rentable de long terme à travers une sélection et une entité entre guillemets rassurante comme la BPI, puisque évidemment les produits sont conçus, le design des produits est fait de telle manière qu'on vient diversifier au maximum le portefeuille et atténuer toutes les zones de risque. Ça n'enlève pas, ça ne supprime pas totalement le risque, ça reste des investissements non garantis, mais en tout cas il y a un travail important qui est fait en amont pour proposer des produits qui soient compatibles avec ce qu'un particulier peut rechercher, mais en essayant d'apporter l'investissement de mon côté à la portée de tout le monde. Oui. Donc ça, c'est le genre de sujet sur lesquels j'ai pas mal travaillé. Il y en a d'autres, mais qui n'étaient pas de l'investissement pur, tout en étant quand même très connexes à ce métier de l'investissement. Et sachant que ça peut aussi intéresser les gens qui nous écoutent, c'est que quand tu disais un faible ticket d'entrée, on est autour de 1000 ou 2000 euros sur le dernier fonds. Oui, c'était 5000 sur le premier, 3000 sur le deuxième, et là le troisième qui vient de sortir, qui est d'une nature un peu différente, parce que celui-là c'est un fonds de primaire, alors que les deux premiers étaient des fonds de secondaire. Ça va être une super transition. Voilà, et celui-ci il est accessible à partir de 1000 euros. Exactement. Donc ça aussi permet de démocratiser justement l'accès au private equity et au VC. Et en tout cas, qui est assez compliqué aujourd'hui pour en les tout cas, ce qui est personnes intéressant, privées c'est que quand la BPI, quand on a fait ça au sein de la BPI, on savait pas trop quel serait l'accueil du marché sur des tickets aussi bas. Et en fait, ça a super bien marché. C'est-à-dire qu'on a écoulé des enveloppes de 2 fois 100 millions d'euros. Parce qu'on a reconduit En fait, la deuxième opération a été reconduite très vite après la première parce que justement, il y avait une demande supérieure à ce qu'on était en capacité d'adresser. Ça s'est écoulé d'ailleurs beaucoup plus vite. On avait prévu quelques mois de commercialisation. C'est parti en quelques semaines. Et donc ça, ce que ça a démontré, c'est qu'il y avait une appétence pour des particuliers, des épargnants, pour le capital investissement à partir du moment où on vient avec, encore une fois, le bon produit qui a les bonnes caractéristiques. Il se trouve que pour l'instant, c'est des produits qui sont, pour l'instant, ils sont performants. Ensuite, quand on investit, on est verrouillé dans le fonds durant sa durée de vie. Donc, tout ça peut fluctuer à la hausse comme à la baisse dans le futur. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, l'objectif, c'est là aussi de créer un effet d'entraînement. Pas créer des effets déceptifs avec des personnes qui viendraient pour la première fois. Parce qu'il y en a beaucoup dans les produits BPI, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit dans les sondages d'opinion, c'était la première fois qu'ils investissaient dans le non-coté. Donc le but, c'est quand même que ces gens-là
soient contents de leur investissement, pour le dire très clairement, et éviter ce qu'il y a pu y avoir il y a quelques années sur notamment un certain nombre de produits fiscaux où donc le produit BPI, il n'est pas du tout d'ailleurs, il ne bénéficie pas d'un avantage fiscal, en tout cas pas à l'entrée. Et donc oui, le but c'est de donner envie aux personnes de mettre leur argent au travail dans l'économie réelle à travers des produits de capital investissement et qu'ils soient contents de leur investissement pour qu'ils puissent y revenir. Je ne savais même pas que vous mais aviez ouvert ça. À moindre mesure, on a aussi un peu touché une partie un peu plus retail et c'est vrai qu'il y a une vraie appétence. Et encore une fois, le marché nord-américain est bien en avance sur justement l'accès au private equity pour les personnes physiques. Et ça représente une part beaucoup plus importante qu'en France ou en Europe aujourd'hui. Oui, et puis c'est exactement ça, et c'est facteur de diversification dans les levées de fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es totalement tributaire, notamment quand tu veux lever un fonds d'une taille un peu significative, tu es totalement tributaire de l'état de forme du moment des investisseurs institutionnels. Donc en France, ce sont principalement les assureurs vie, les mutualistes, un petit peu la BPI évidemment. Ce qui n'est pas très gai en ce moment. Et donc en fait, quand tu as le marché qui souffre, comme c'est le cas de manière cyclique, tu te retrouves avec un trou d'air. Ce qui est intéressant quand tu travailles, d'ailleurs vous le faites chez Daphni, les communautés de corporate, les communautés de personnes physiques, c'est que tu viens rajouter des canaux de distribution ou en tout cas de contribution à ton fonds qui sont complémentaires, très différents, avec des dynamiques différentes, et ça te permet là aussi d'avoir un peu de diversification dans ta base de souscripteurs. Absolument. Et de ne pas être uniquement dépendant d'une typologie d'investisseurs. Ouais. Absolument. C'est assez financier comme discussion. Et ouais, c'est vrai. Et surtout, on va continuer. Non, mais c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans les détails comme ça. Et là, tu nous fais un vrai cours. Ah non, il ne faut pas le voir comme ça. Non, c'est moi qui le vois comme ça. Alors, Rockbuy. Alors, attends, parce que tu parlais du coup de ces fonds retail où il y avait une activité, c'était investissement dans du primaire. Voilà, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ces notions de primaire et secondaire ? Et du coup, pourquoi, qu'est-ce que c'est Rockbuy derrière, etc. Bon, primaire et secondaire, en réalité, ça fait un peu grandiloquent, mais c'est très simple. Le primaire, c'est quand tu investis pour la première fois dans un fonds, c'est-à-dire que tu achètes des parts nouvellement créées. Voilà. C'est un peu comme quand, pour le ramener à des choses, je pense que vous connaissez bien, que les auditeurs peuvent bien connaître, c'est un petit peu comme si tu étais au moment de l'IPO. Et puis le secondaire, c'est l'équivalent de la bourse, c'est les titres qui passent de main en main, donc c'est les gens qui viennent racheter des titres déjà détenus par d'autres, donc en l'occurrence sur des fonds, c'est des parts de fonds. Sauf que dans le non-coté, c'est du non-coté, donc il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de lieu d'échange organisé. Il y a un petit peu plus maintenant. Mais... Un petit peu plus. Il y a des plateformes qui essaient de développer en fait une rencontre entre l'offre et la demande. Il y a surtout des intermédiaires spécialisés de marché qui essaient d'apporter de la fluidité et qui essaient d'apporter des solutions à des investisseurs typiquement qui seraient vendeurs de leur part, d'essayer de leur ouvrir une liste d'acheteurs potentiels et de rendre le process un peu tendu, un peu concurrentiel pour essayer de favoriser le prix de vente. Donc il y a il y a un certain nombre de personnes qui travaillent pour animer, pour intermédier en fait ce marché. Ce réseau, mais bon, ça reste quelque chose qui n'est absolument pas à la portée de tout le monde, qui reste très inefficient. Et voilà. Et donc c'est juste ça, primaire et secondaire. Et donc, mais du coup, vous vous rendez compte avec Benjamin qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce marché du secondaire. Alors on réfléchit pas tout à fait comme ça à ce moment-là, mais alors je vais y venir. Si tu me permets de faire juste un pas en arrière. Bon, la réalité c'est que tu l'as compris, vous l'avez compris toutes les deux, on est très heureux à ce moment-là à la BPI. Enfin, moi, en ce qui me concerne personnellement, j'ai la chance d'avoir constitué une équipe que je trouve top. Il y a des projets super qui reviennent dans le pipe. Il y a de quoi s'occuper, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a en fait un désir entrepreneurial. Tu vois, c'est la seule vraie explication. Il y a un désir entrepreneurial et en se disant, ce faisant, qu'on peut probablement continuer à être impactant, peut-être même être encore plus impactant en étant à l'extérieur. Et donc, pour tout te raconter, moi, je m'en ouvre assez directement à Benjamin, qui est mon boss à l'époque, pour lequel je travaille. Donc, bon, évidemment, quand ça fait plus de 10 ans que tu travailles avec quelqu'un, tu main dans la main, tu as des discussions assez directes. Et moi, grosso modo, à ce moment-là, je
je commence à me signaler comme sortant, tu vois, en lui disant j'ai rien à te, tu vois, je viens pas avec ma démission, c'est pas ça le sujet, mais commence à réfléchir un peu à la résilience de l'orga parce que moi je commence à réfléchir activement à la suite. Et bon, il se trouve que lui, ça a fait écho à ses propres réflexions. C'est pas du tout la discussion n'a pas du tout pris la tournure que j'attendais, puisque grosso modo, lui, ce qui me dit en retour, c'est c'est intéressant, et puis je comprends un peu plus loin dans la discussion qu'en fait, c'est quelque chose qui résonne bien chez lui aussi. Il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on a. En tout cas, moi, j'avais joué le jeu de la transparence, mais parce que je crois profondément qu'il y a, entre personnes intelligentes, ce qui est le cas dans nos métiers, on a la chance de travailler avec des personnes en général très éduquées, et donc entre personnes intelligentes, je pense qu'il faut faire confiance, à la discussion, à l'échange, et elle a envie de sortir proprement. Alors à la base, c'était une envie plus personnelle, et puis ensuite c'est devenu une envie à deux. Mais pour tout te dire, la gestation du projet a été un peu longue, et même plus longue que prévu, parce qu'on a aussi eu à cœur, tu vois, de partir, j'espère en tout cas, le plus proprement possible, le plus intelligemment possible de la BPI. Et donc, quand on a eu les premiers échanges, c'est pas le bon moment. Il y avait ce sentiment probablement de laisser un peu les équipes, les partenaires, les relations d'affaires au milieu du gué. Et donc, on a attendu qu'il y ait un alignement de planète qui soit le plus favorable possible pour sortir. Et donc, ça s'était bouclé là en début d'année. Mais est-ce qu'il y a vraiment justement un alignement parfait il faut un peu pousser les planètes pour qu'elles s'alignent, mais oui, tu as quand même des fenêtres plus propices. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu sur mon cycle à la BPI. Il y a quand même des moments où c'est plus propice que d'autres. Je pense que ça se provoque aussi, et on le voit dans les entrepreneurs, c'est jamais le timing parfait. Il y a aussi un moment où il y a des conditions favorables et il faut savoir saisir cette opportunité à ce moment-là. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais fait quelques mois avant 2-3 recrutements de personnes, tu vois, avec lesquelles ça m'aurait bien intéressé de continuer à travailler. Il n'y a pas de moment parfait, mais à un moment donné, il y a un certain alignement de planètes, et il faut savoir aussi le saisir. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, la discussion, elle n'est pas tout de suite sur une stratégie secondaire. Elle est de dire, on a quand même fait un long cycle tous les deux à la BPI, donc franchement, tu vois, sincèrement intéressé par aussi la dimension utilité publique de ce qu'on peut faire, au-delà de l'expertise qu'on développe. Et donc, on se dit, plutôt que d'essayer d'aller jouer des coudes sur un segment du marché un peu concurrentiel, tu vois, il y a 2-3 ans, ce qui était très à la mode, c'était le growth equity, donc les investissements dans des sociétés plus matures de la tech. Il y a un certain nombre de stratégies un peu alternatives qui commençaient à émerger. Et on se dit, plutôt que d'aller jouer des coudes sur un segment concurrentiel, essayons de réfléchir à une brique qui soit davantage complémentaire, qui vienne apporter, qui fasse du sens, qui apporte vraiment quelque chose, qui évidemment soit un joli produit financier, puisque on y reviendra peut-être, mais le nerf de la guerre, c'est quand même de toujours rester proche des fondamentaux, et tout ça reste des produits financiers, donc il faut aussi aller chercher une performance, mais une performance qui fait du sens, et si possible avec un objet qui est utile sur le marché. Donc c'est vraiment ça la réflexion à l'origine, et donc on se dit, regardons un peu quels sont les interstices du marché, quelles sont d'une certaine manière les failles de marché qui sont moins couvertes. Et en réalité, c'est assez intéressant parce que c'est une vraie démarche entrepreneuriale, parce que oui, on est dans une industrie un peu particulière qui est celle de l'investissement et de l'asset management, mais les codes de l'entrepreneuriat, ils sont tout à fait valables. Ouais. Donc en fait, ce travail qu'on a fait, c'est juste de se dire quels sont les produits sur le marché, qu'attendent les clients, donc les investisseurs de ces produits, qu'est-ce qu'ils attendent quand ils investissent. On a parlé à tout un tas d'investisseurs de natures différentes, dans des géographies différentes, pour comprendre un petit peu essayer de dresser un état des lieux du marché, et ensuite on essaie de le projeter sur ce qu'on pense qu'on sait faire, en tout cas ce qu'on pense qu'on sait bien faire. On a essayé de le projeter aussi sur l'état actuel, tu vois, de la réglementation, notamment durabilité, etc. Et tout ça, donc, ça nous a conduit assez naturellement et assez vite, en réalité, à nous dire qu'une vraie bonne opportunité, c'était celle-ci. Hein. C'est le secondaire dans la tech, donc on va y venir. Ça nous paraît vraiment être quelque chose de nécessaire, en fait. Tu vois, bon, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je suis sincèrement convaincu que ça fait partie du deuxième étage de la fusée là, que j'évoquais tout à l'heure, pour permettre à l'écosystème de finir d'asseoir ses lettres de noblesse. Parce que il faut plus de tout dans l'écosystème pour continuer à grandir, mais il faut notamment plus de sorties. Plus de liquidité, c'est ça. Plus de liquidité, donc plus de sorties, ça veut dire la capacité pour les fonds et pour les entrepreneurs à revendre leur boîte, en tout cas pour les fonds, parce que les entrepreneurs parfois eux ils continuent, mais à revendre périodiquement leurs actifs,
Et ce faisant, du coup, remonter le cash à leurs investisseurs qui, eux-mêmes, quand ils sont venus, ils acceptent de prendre une illiquidité pendant 10 à 15 ans, mais à un moment donné, il faut quand même que le cash revienne parce qu'eux-mêmes en ont besoin et par ailleurs ont besoin de le faire tourner et de le réinvestir par la suite. Et donc, il faut plus de marchés boursiers et ça, il y a tout un tas de gens qui y travaillent, mais ça va prendre du temps. Et par ailleurs, dans la période actuelle, les marchés boursiers, c'est quand même très très fermé. Il faut probablement aussi plus de M&A et notamment d'investisseurs stratégiques en Europe. Donc là aussi, j'ai le sentiment que les choses bougent, mais ça prend du temps. Et en ce moment, c'est compliqué aussi. Ouais. Parce que par ailleurs, il y a aussi les effets de cycle macro qui jouent et en ce moment, c'est très compliqué. Et il faut aussi plus de secondaire. Et le secondaire, c'est quelque chose qui est très bien développé sur un autre segment du marché qui est celui du buyout. Donc c'est quelque chose qui est très bien connu, très bien identifié. Dire que c'est standardisé, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, il y a une certaine forme de... Enfin, c'est assez standardisé, quoi. Le secondaire dans la tech, ça existe un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Asie. Ça existe très peu en Europe. Donc, je prétends pas que Rockbuy, on est les seuls et qu'on va être les seuls. Mais en réalité, il y a de la place pour tout le monde. Et il n'y a pas vraiment, pour caricaturer, il n'y a pas vraiment de pure player qui fait ça à une échelle un peu significative en Europe. Et on pense que ça fait partie des briques qui sont nécessaires pour pouvoir permettre à l'écosystème de continuer à grandir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le secondaire ? C'est pas racheter des parts en direct dans des boîtes, ce que font certains, qui permet progressivement de construire des positions dans des boîtes qui sont difficilement accessibles, pour lesquelles il n'y a pas de nouveau tour de financement, mais en rachetant des investisseurs qui veulent vendre leur part ou des business angels de la première heure, ça permet... Des employés. Ou des employés. Ce qu'on fait, nous, à l'intérieur de notre portefeuille, lorsqu'il y a des opportunités de secondaire, justement. Exactement. Et donc ça peut permettre à des investisseurs de construire des positions dans des boîtes auxquelles ils veulent absolument accéder. Nous, c'est pas ça qu'on va faire. Nous, on travaille vraiment au niveau des portefeuilles. Donc, on fait deux choses. On propose à des investisseurs dans des fonds, donc les fameux LP, les Limited Partners, de racheter leur part, puisque eux, ils sont partis pour une aventure à 10-15 ans dans un fonds, mais ils peuvent avoir envie ou besoin de sortir en cours de vie. Et donc, ils se tournent encore une fois vers le marché du secondaire pour chercher le cas échéant des acheteurs dont on peut faire partie. Et en fait, c'est assez courant. Je pensais pas... Et ça l'est de plus en plus. Exactement. En fait, d'accepter au bout de 6 ans d'avoir déjà fait une performance qu'ils considèrent comme satisfaisante et en fait qui préfèrent retrouver de la liquidité après 6 ans plutôt que de retrouver un plus gros multiple, mais après 10 ans. C'est un peu le choix. En fait, tu as porté le risque quelques années. Exactement. Tu as commencé à matérialiser un peu de création de valeur, parfois même au bout de 6 ans, dans ton cas, probablement un peu de retour de cash, un petit peu, voilà. Et tu peux avoir envie dans le cadre d'une gestion dynamique ou tu peux être contraint aussi pour des raisons réglementaires. En ce moment, il y a ce qu'on appelle le fameux dénominateur effect qui joue pas mal chez les fonds de pension et chez les institutionnels. Donc tu peux avoir envie ou tu peux être contraint de vendre en cours de vie et de monétiser dans une étape intermédiaire en fait, de la vie du fonds tes intérêts. Et effectivement, tu n'iras pas chercher, tu ne joueras pas sur le potentiel final du portefeuille qui peut être bien supérieur, mais tu peux aussi te protéger à la baisse, tu vois, si jamais in fine ça. Et donc, tu sors une espèce de performance intermédiaire et tu as un acheteur de secondaire qui rachète tes parts, qui se remet dans tes baskets et qui lui va prendre le relais pour essayer d'aller chercher avec le fonds cette création de valeur supplémentaire. Au passage, c'est une transaction entre acheteur et vendeur, donc il y a un prix qui est défini, qui ne correspond pas d'ailleurs, qui n'est pas tellement le reflet de la valeur réelle du portefeuille, qui correspond vraiment à une rencontre entre un acheteur et un vendeur. Donc ça dépend, tu vois, ça dépend de plein de choses, mais y compris même si le vendeur est pressé de vendre. Enfin, donc à un moment donné, tu as quand même une vraie négociation. Tu as un prix qui s'établit et ce prix, il embarque, et notamment dans la période actuelle, il embarque donc un discount sur la valeur du portefeuille. Et en ce moment, les discounts sont assez forts. Parce que c'est très difficile de mettre un prix, parce qu'il y a beaucoup d'inflation, parce que les taux d'intérêt remontent, etc. Et donc toutes ces incertitudes se retrouvent aussi dans la valeur future des actifs, dans la valeur future du départ du fonds et donc dans le prix d'achat. Mais qui tient compte quand même du potentiel à l'instant T où tu rachètes du portefeuille. Alors, effectivement, si c'est que des sociétés à l'échelle de licorne qui ont fait des tours sur des valorisations il y a 2 ans où c'était un marché beaucoup plus euphorique, tu vas tenir compte de ça. Alors c'est une bonne question, ça dépend. Le marché s'est spécialisé, notamment dans le monde anglo-saxon qui est un peu plus mature. Tu as des gens qui viennent sur des portefeuilles très vieux pour lesquels il n'y a plus d'upside. En fait, l'enjeu, c'est d'apporter une solution de liquidité sur un fonds qui a 15 ans, mettons, qui est vraiment allé au bout de ce qu'il est autorisé à faire, pour lequel
il a encore un peu, il y a des boîtes pour lesquelles il n'y a pas de solution de sortie, qui peuvent être des situations compliquées ou pas d'ailleurs. Hein. Tu peux même avoir des sociétés qui sont en bonne santé, mais pour lesquelles il y a vraiment pas de visibilité à court ou moyen terme pour trouver une solution de sortie. Et donc tu as des fonds qui sont ce qu'on appelle collés avec des actifs de fonds de portefeuille et qui à un moment donné ont quand même besoin de clore leur véhicule, encore une fois sous la pression de leurs investisseurs. Bon, et à ce moment-là, tu n'as plus d'upside dans le portefeuille. Et donc nous, c'est pas ce qu'on va faire chez Rockbuy, mais tu as un certain nombre d'acheteurs de fonds qui se positionnent sur ce type de stratégie, où ils viennent vraiment sur des queues de portefeuille, parfois même sur ce qu'on appelle des fonds zombies, pour prendre le relais, acheter ça pour grosso modo pas cher, voire rien du tout, parce que le but c'est vraiment de venir clore un fonds qui lui a déjà réalisé sa performance et qui cherche juste à, entre guillemets, se débarrasser de ces dernières lignes sur lesquelles il est collé. Et ensuite, eux, ils prennent tout le temps qu'il faut pour vendre quand ils le peuvent ces actifs-là. Et en fait, toute leur performance vient du prix d'achat qu'ils ont eu, qui est très décoté, parce que ça correspond à la situation que je décrivais. À côté de ça, tu as une autre partie du marché, et c'est plutôt celle-là sur laquelle nous, on va se concentrer avec Rockbuy, qui consiste effectivement à s'intéresser à des actifs qui ne sont pas aussi vieux, plutôt tu vois, des fonds qui ont entre 5 et 10 ans, pour être très clair, pour lesquels il reste encore plusieurs années de travail pour développer certains actifs, et en particulier les sociétés qui sont apparues au fur et à mesure du temps comme étant les potentiels gros performeurs du portefeuille. Et cela, en fait, il faut se redonner un horizon de temps. Parfois même, dans le cadre de l'opération secondaire, tu peux mettre un peu de ce qu'on appelle du cash in, tu peux remettre un peu de cash dans les boîtes pour les renforcer. Et ça, en fait, ça te permet de ne pas travailler uniquement sur un prix d'achat. Bien sûr, la réalité du marché fait qu'aujourd'hui, les prix d'achat peuvent être intéressants. Ça dépend, on pourra y revenir, mais peuvent être intéressants. Mais c'est surtout venir refaire une sélection à un stade où le fonds est plus mature sur ce qui, avec le recul, avec quelques années de recul, apparaît comme étant les vrais potentiels dans les vraies sociétés à potentiel dans le portefeuille. J'ai plein de questions. Je t'en prie. Non, mais déjà, pour peut-être clarifier aussi pour ce qui nous écoute, donc là, clairement, vous lancez un fonds de secondaire. Oui, donc là, alors pour aller au bout de l'explication, pardon, parce que du coup on a dérivé, une première partie de la stratégie, c'est de faire ce que je viens d'indiquer, donc de racheter des parts détenues par des investisseurs dans les fonds. Une deuxième partie de la stratégie, c'est de travailler directement avec les gérants de fonds, donc avec Daphni et tous vos confrères, en France, en Europe et en Amérique du Nord, pour racheter des actifs de leur portefeuille. Donc ça peut être une fraction de tout un portefeuille, ça peut être un certain nombre de sociétés sélectionnées à l'intérieur d'un portefeuille. Et ce faisant, tu rachètes ces actifs-là dans un véhicule qui continue à être géré par le même gestionnaire. Donc lui, il transfère les actifs d'un véhicule à l'autre. Les acheteurs de secondaire rentrent dans le second véhicule. Leur argent sert à racheter les actifs. Et ça permet de renvoyer d'un coup une quantité significative de cash aux investisseurs de la première heure. Et eux, soit ils prennent le cash, parce qu'en général, quand le gérant organise ce type de transaction, c'est parce qu'il a un peu de pression quand même de ses investisseurs pour matérialiser de la performance sur le véhicule qui est souvent un peu en retard. Et donc soit les investisseurs de la première heure, ils prennent le cash, soit ils décident de le recycler, entre guillemets, c'est-à-dire de le réinvestir dans le nouveau véhicule, mais en acceptant du coup le nouvel horizon de temps sur ce véhicule-là. Exactement. Et souvent, en fait, ça vient de la part des investisseurs existants. Et ça vient parfois effectivement. Ce qui est le plus facile aussi pour permettre que la cession se fasse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ça passe par... donc, il y a un investisseur qui veut, de première heure, comme tu dis, qui veut vendre ses parts. Ça nous est déjà arrivé, par exemple, tu as un investisseur qui, au bout de X années, considère que voilà, il a besoin de cette liquidité et qu'il a déjà fait une performance suffisante. Et du coup, il s'adresse à des acteurs de secondaire pour savoir quel prix. Donc là, on est vraiment dans une négociation pure et dure en fonction de ce qu'on dit, le cycle de marché, la valeur de ton portefeuille, quel moment tu vends, est-ce que tu es pressé, est-ce que tu n'es pas pressé, etc. Si c'est un sujet, juste pour compléter, si c'est un sujet unilatéral d'un investisseur qui a une envie ou une contrainte particulière, il va le traiter à son niveau, il va chercher à vendre ses parts. Si c'est un sujet plus global, et notamment parce que le gérant considère qu'il a besoin d'accélérer les sorties, d'accélérer le retour de liquidité, à ce moment-là, c'est plutôt au gérant d'organiser ça à travers la mécanique que je décrivais. Voilà. Ouais, le Staples.
Le staple, c'est autre chose. Alors, le staple, on retombe dans le jargon anglophone. Le staple, c'est cette idée d'agrafer 2 feuilles ensemble. Hein. Et donc, en fait, la première feuille, c'est racheter en secondaire donc des parts ou une fraction de portefeuille. Et en même temps, donc ça, c'est la deuxième feuille du staple, prendre un ticket dans le nouveau fonds. Donc, cette fois-ci en primaire, dans le nouveau fonds qui est en train de se lever par le fonds. Donc, ça, c'est un peu le... désolé de dire ça, mais c'est un peu le fantasme des gérants de fonds, en se disant je vais traiter 2 problèmes d'un coup, mon sujet de liquidité sur un véhicule et remplir mon nouveau fonds qui est en cours de levée. Ça arrive parfois. C'est un monde utopique. Non, mais ça arrive parfois. Mais pour être très honnête, c'est pas le gros du marché. Ouais. Voilà. Absolument. Attends, Rock Buy. Donc ça s'appelle Rock Buy. On parle de Rock Buy comme ça au bureau. Vous êtes d'accord pour faire les chœurs sur notre prochain spot? Avec grand plaisir. Il y a eu Camaro hier. C'est pour ça. Attends, donc vous lancez, donc là vous levez, vous cherchez des fonds pour justement le 500 millions. Oui, donc tout ça c'est pour être très clair, c'est un produit qui est en cours de levée. On a attaqué ce qu'on appelle le fundraising, la levée de fonds, et on voudrait vraiment être dans le marché à la fin de l'année pour commencer à travailler. Et j'allais te demander, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont lancé comme ça des fonds, des produits. Et que du coup, pour l'instant, c'est un peu le réseau, quoi. C'est tu sais par un tel, et quelques plateformes. Ça commence à se lancer quand même. Et quelques plateformes qui essayent de faire rencontrer l'offre et la demande. Oui, alors c'est intéressant comme période pour le secondaire. D'abord, tu as quand même un certain nombre d'intermédiaires spécialisés qui de plus en plus adressent la tech, qui étaient plutôt des intermédiaires spécialisés dans le buyout, mais qui intègrent maintenant beaucoup la tech. Donc, tu as quand même des gens qui animent le marché. Donc, tu vois, tous ces gens-là, ils nous ont d'ores et déjà bien identifiés. On est très transparent avec eux sur le fait qu'on n'est pas encore tout à fait dans le marché, mais ils commencent à nous envoyer pas mal de cas d'études, on va dire. Tu as évidemment tout le réseau personnel, mais ça, vous avez la même chose en direct. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment des gérants qui soit viendront plus tard sur le marché et veulent échanger en amont, soit ne viendront même pas sur le marché et grosso modo, s'il y a une négociation de gré à gré qui fonctionne, ça peut aller au bout, et puis sinon, de toute façon, ils feront pas. Et vous, votre réseau avec Benjamin, il est quand même exceptionnel pour faire cette activité en ayant été en fonds de fonds pendant 10 ans à la BPI. C'est que vous connaissez tous les gérants, tous les portefeuilles. Oui, encore une fois, on en revient à la question initiale. On a essayé de réfléchir à un produit qui faisait du sens et sur lequel on pouvait apporter notre modeste savoir-faire et nos modestes réseaux. Donc oui, bien sûr, c'est clé dans le secondaire. Bien sûr. Non, mais c'est clé dans le secondaire de très bien connaître les gérants. C'est clé aussi de bien connaître la perf du portefeuille pour aller en tout cas, de bien comprendre qui sont les entreprises sous-jacentes, qu'est-ce qu'elles font, etc. Parce que le cas échéant sur une transaction, il faut être capable, dans un timing assez serré, de pouvoir décortiquer un portefeuille et de mettre un prix sur chacun des actifs et donc sur l'ensemble. Et quelle cible alors vous avez? Tu disais France, Europe, étranger. Est-ce que c'est que tech? Est-ce que c'est early stage, plus grosse? Alors, l'objectif, c'est vraiment de couvrir toute la tech et rien que la tech. Okay. Il y a déjà pas mal d'acteurs dans le monde du secondaire, mid-market buyout notamment. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions de liquidité à des gérants dans le monde de la tech. Une fois qu'on a dit ça, toute maturité confondue, donc y compris des portefeuilles early stage, mais la réalité, c'est que quand tu viens en secondaire, le portefeuille early stage, il a vieilli de quelques années et il est passé dans le growth et dans le late stage. Donc la réalité, c'est que ce sont des fonds qui, sur le papier, sont des fonds early stage, mais qui ont en général, tu disais tout à l'heure 6 ans, c'est ça, hein, 5 à 10 ans de durée de vie. Donc ils ont basculé dans le monde du growth. Et nous, ça va jusqu'au tech, ce qu'on appelle le tech private equity, c'est-à-dire des sociétés profitables qui sont passées dans un mode buyout, mais qui sont des sociétés technologiques. Tu vois, dans le domaine de la cybersécurité, du software d'entreprise, etc. Donc c'est vraiment tout ça. La seule chose, pour répondre totalement à ta question, la seule chose que nous, on ne se voit pas faire aujourd'hui, c'est tous les modèles de biotech qui n'ont pas encore terminé leurs essais cliniques. Okay. Non pas qu'on soit pas convaincu qu'il y a un potentiel là aussi pour déployer ce type de stratégie, mais en réalité, on ne sait pas bien faire ça. Et donc c'est probablement quelque chose qu'on ne fera pas. En revanche, des biotech qui ont passé cette phase-là, qui sont dans des phases de commercialisation, ça, il n'y a pas de sujet. Ouais, mais sinon, c'est vraiment toute la tech. Et en termes de géographie, oui, en Europe, on a la chance de connaître pas mal de monde et d'avoir une vision très large et un accès très large. C'est le cas probablement aussi en Amérique du Nord. Et donc, on est assez ouvert, assez équilibré entre Europe et Amérique du Nord, même si, bien sûr, le centre de gravité et le gros des investissements seront faits en France et en Europe. Okay. Et la durée de vie, du coup, de votre fonds? Tu es sur un produit qui a 8 ans plutôt que 10 ans.
avec une période d'investissement qui est de l'ordre de 3 ans. Après, tout ça peut être un peu étendu si besoin, mais tu es sur quelque chose qui est assez cohérent par rapport à tout ce qu'on a évoqué, sur des sorties un peu plus rapides et des retours de liquidité plus rapides, et donc c'est un produit à 8 ans. Et donc là, donc là tu es en levée de fonds, donc j'imagine en plus sur une grosse levée, tu dis que tu arrives dans des périodes où à mon avis tu dois racheter parfois des parts qui sont assez chères. Donc vous avez un objectif Ouais, l'objectif c'est 500 millions d'euros. C'est pas du tout, c'est pas parce que c'est un chiffre rond sorti du chapeau, c'est pas non plus pour des questions d'ego, tu vois, parce que c'est un montant qui est ambitieux. C'est vraiment une construction bottom-up. Quand tu regardes ce dont tu as besoin pour travailler sur les transactions, et encore une fois, on a un pipe qui commence à être assez bien rempli, donc on voit très très bien quel genre d'opération on pourrait faire. En réalité, il faut être capable de mettre des tickets assez importants. Ce qu'on appelle les tickets assez importants, c'est être capable de mobiliser, tu vois, de 10 à 50 millions sur une seule transaction. Et donc pour ça, quand tu le couples avec la recherche d'une certaine diversification au sein du portefeuille, c'est-à-dire qu'on veut quand même faire une bonne quinzaine d'investissements dans le portefeuille, assez mécaniquement, en fait, tu arrives sur une taille de fonds qui est cet ordre de grandeur-là. Voilà. Et alors, ça fait quoi de se retrouver Je te soupçonne d'avoir attendu tout ce temps pour pouvoir me poser cette question. Exactement. Aurélie est peut-être très contente en me posant cette question. De se mettre dans nos chaussures, là, ou dans celles de Sauvane plutôt, à aller chercher des fonds et enchaîner les rendez-vous, justement, et draguer. Surtout avec des personnes qui... C'était le rapport complètement opposé auparavant. Est-ce que tu as eu des surprises un peu... La question est légitime. Est-ce que tu as eu des surprises des gérants qui te faisaient un peu plus la cour auparavant et qui maintenant ne te répondent même plus? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ensuite, bien sûr, tout le monde ne nous attend pas les bras ouverts. Si tu veux, tout le monde a son quotidien, ses sujets. Nous, on propose un produit dont on pense qu'il peut être performant et qui peut faire du sens. Mais ensuite, tout ça peut, tu vois, il y a des personnes qui peuvent être moins convaincues, j'imagine. Bon, voilà. Mais pour te répondre plus directement, ça se passe très bien. Pour 2 raisons. La première, c'est que on s'attendait probablement à ce que ce soit, un peu plus difficile, parce que tout le monde nous dit, il faut, pour être très clair, et je pense que tous les entrepreneurs vont comprendre ce que je vais dire, il s'agit de répéter 500 fois la même chose sur une période de temps d'ailleurs assez réduite pour essayer d'expliquer et de vendre d'une certaine manière ton produit. Et en réalité, c'est pas désagréable du tout. Donc tu vois, on s'était préparé à quelque chose d'un peu plus... c'est un beau métier. Hein. Et en fait, c'est très intéressant. En fait, tu réfléchis pendant quelques mois à ton produit, tu développes ta conviction. Donc vous l'avez compris, nous on a cherché à à proposer une stratégie un peu alternative et à se mettre dans les interstices du marché. On était convaincus que ça faisait du sens, mais tant que tu n'en as pas parlé vraiment avec un enjeu, parce qu'on en a parlé avec tout un tas de gens pour alimenter notre réflexion et prendre des feedbacks, mais il n'y avait pas d'enjeu commercial. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est pas si répétitif que ça. Les discussions, moi je trouve, sont jamais vraiment les mêmes. D'ailleurs, on voit des gens de nationalités différentes, on voit des typologies d'investisseurs différents. Et puis chacun a ses petites marottes, quoi. Chacun a sa façon de regarder les choses, a son avis, a ses questions. Et donc c'est assez sympa. Tu vas être réceptif aux mêmes arguments que tu vas énoncer dans ton pitch, et tu vas avoir un peu une question d'adaptation humaine aussi qui est assez intéressante. Exactement. Et donc pour l'instant, écoute, j'ai peut-être pas encore vécu totalement l'effet d'usure, et pour l'instant c'est même vraiment très agréable. Tu vois énormément de gens, tu discutes, et donc le deuxième élément que je voulais te dire, c'est le produit passe bien en fait. Le produit suscite à minima une curiosité intellectuelle. Parce que ça fait du sens quand même dans la période, et parce que aussi ce qu'on propose, ces solutions de liquidité sont un peu nouvelles. Donc il y a à minima une curiosité intellectuelle qui fait qu'on est quand même bien reçu. Et puis la chance, il y en a certains à qui ça a l'air de plaire un petit peu quand même. Donc il y a des gens qui travaillent dans la data room, on a des échanges intéressants, quoi. Donc pour l'instant, franchement, on n'a pas vraiment senti, par rapport à ta question aussi, Aurélie, le marché nous a pas fait sentir c'était bizarre qu'on passe de l'autre côté. Après, il faut faire le travail de conviction, de transformation des premiers rendez-vous, etc., etc. Et ça garantit absolument pas à la fin qu'on arrivera exactement à nos fins, parce qu'on sait très bien que tout ça est un exercice où il faut s'adapter en permanence. Mais en tout cas, pas du tout désagréable, et peut-être un peu d'appréhension de notre part en se disant comment ça va se passer. Et en fait, pour l'instant, c'est vraiment très sympa. Mais l'écosystème est plutôt bienveillant. Hein. Les gens sont, encore une fois... Quand tu favorises vraiment la discussion, on se positionne pas. On vient d'avoir l'échange là.
on se positionne pas comme... on va pas apporter une solution à tout. Tu vois, on veut juste contribuer, là aussi modestement à notre niveau, à l'écosystème, avec un produit qui fait du sens, mais on n'a pas la prétention de tout régler. Donc, quand tu rentres dans ce mode de discussion avec les gens, tu en ressors des choses très intelligentes. Non, mais je pense que vous êtes à un moment où justement vous apportez cette solution au marché qui est en absence de liquidité et avec une volonté justement de créer des solutions un peu alternatives, et vous avez une grosse légitimité pour le faire. Bah, écoute, j'espère, ouais. Merci. Avec plaisir. Et attends, donc là, vous êtes tous les deux avec Benjamin Paterno. Ouais. Donc Benjamin, on l'a mentionné plusieurs fois, c'est la personne qui... donc lui, il est dans l'industrie depuis une petite vingtaine d'années, donc il est un petit peu plus âgé que moi. Et il a eu un début de carrière, lui, dans un grand cabinet d'avocats international. Et puis, assez rapidement, il a basculé dans le monde de l'investissement au milieu des années 2000. Et il a ensuite pris successivement différentes positions, mais il a dirigé l'activité d'investissement dans les fonds à la BPI entre 2016 et puis jusqu'au début de l'année 2023. Voilà, comme on en a beaucoup parlé... Ouais. Je pense que c'est important de préciser. Et donc, on est partis tous les deux. Donc, on s'est associés sur le projet et on est en train de construire l'équipe. Voilà. Oui, c'est ça. Et ça, c'est excitant aussi, ce côté entrepreneuriat. En fait, que tu touches depuis plus de 10 ans, que tu regardes et que tu vois. Ça doit être hyper excitant, en fait, tu vois, de tout construire, de lever des fonds. Après, je vais monter une équipe. Même si tu montais des équipes chez BPI, mais là, ça doit être un peu différent, non ? Ouais, bah, c'est sûr que en plus, on a fait 0 coupure, 0 interruption. Tu vois, on a terminé un soir à la BPI, on a recommencé le lendemain. C'est parce que voilà, on était impatients, tu vois, on avait l'adrénaline, on avait envie d'en découdre. Bon. Et donc en fait, c'est marrant parce que les premiers jours, effectivement, dès que tu as un sujet, dès que tu as un problème, tu peux pas prendre ton téléphone et appeler la fonction support. Tu peux pas appeler la DSI quand tu as un problème IT. Tu peux pas appeler ton service juridique quand tu as un problème. Voilà. Et donc en fait, c'est marrant au début parce que tu te retrouves à tout faire toi-même. Et ben franchement, là aussi, on pensait qu'on le vivrait de façon un peu plus dure, et en réalité c'est marrant, quoi. Et intellectuellement c'est hyper intéressant. Et c'est intéressant. Voilà. Après on n'a pas la prétention de tout faire bien. Bien sûr. Mais en tout cas quand t'es deux, t'arrives assez bien à te débrouiller. Tu vois, on travaille dans la même pièce, sur le même bureau, l'un en face de l'autre, donc les discussions, les décisions et les discussions sont très fluides et se prennent très très rapidement. Génial. Donc tu retrouves, si je peux partager ça quand même, il y a aussi tu perds le support, mais tu perds aussi la lourdeur de l'organisation, le flot incessant de 500 emails par jour et de demandes qui te tombent toujours sur le coin de la tête, parfois du jour pour le lendemain. Ce que j'ai pas forcément, tu vois, ce qu'on n'a pas forcément mal vécu, ça fait partie du jeu dans ces organisations, mais c'est quand même une vraie bouffée d'air frais de reprendre une liberté totale sur ton agenda. Et en fait, tout ce que tu fais, même quand c'est des trucs très fastidieux, très administratifs, bon, tu le fais pour toi, tranquillement. Et donc oui, il y a quand même aussi la contrepartie de ça, c'est quand même tu retrouves une liberté qui est très grisante. Qui, si ça se passe bien, durera peut-être pas éternellement, tu vois. Oui, tout à fait. Génial. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour Johan ? On va aller un peu plus dans le perso après la finance. Allez, on va s'arrêter là. Ah oui, j'avais lancé un podcast sur l'amour. On passe à ces questions-là maintenant. Non, mais... Tu confonds, c'était Camaro hier. Est-ce que tu voulais passer d'autres messages sur cette nouvelle aventure Est-ce que tu... Non, mais c'est sympa de m'avoir donné la parole. Non, mais je pense que l'écosystème, encore une fois, s'est énormément développé depuis une dizaine d'années, je dirais. Et je pense qu'il peut y avoir un développement encore très très fort sur les années à venir. Alors 10 ans, je sais pas, mais en tout cas au moins sur les 5 années à venir. La France est quand même l'écosystème qui, quoi qu'on en pense, est celui qui résiste le mieux actuellement en Europe. Juste là, les chiffres du premier trimestre qui viennent de sortir, il y a 30% du marché du buyout européen qui sont des deals français, donc la France est number one. Dans le venture et le growth, et en particulier dans le growth, la France est number one. Alors évidemment, c'est pas une période très très faste, mais juste ailleurs, c'est quasiment zéro. Les marchés, en ce moment, il y a très très peu d'opérations. Ça résiste plutôt bien en France. Et donc, oui, je pense que les uns et les autres, c'est pas juste Rockbuy, c'est pas juste, encore une fois, mais vous, tous ceux qui nous écoutent, il faut pas relâcher l'effort, quoi. Parce que Et pourquoi Rockbuy ? On t'a même pas posé la question. Alors, outre le fait que c'est un nom court qu'on aimait bien, qui sonnait bien, avec du franglais, qui était disponible en propriété intellectuelle et en .com. C'était la raison. Toutes les bonnes raisons que là aussi, je pense, connaissent bien les entrepreneurs. Mais en dehors de ça, pourquoi celui-ci ? Écoute, on aime bien le côté rock parce que nous, dans notre esprit, c'est le côté dynamique, rock and roll. Et en même temps, en finance, tu le retrouves souvent parce que c'est le côté inaltérable de la pierre. Donc il y a cette espèce de double sens qui est intéressant et que tu vois d'ailleurs assez souvent en finance.
Et puis le by, écoute, on fait du secondaire, donc nous on l'a écrit BY, mais on est côté by side, et on aime bien le côté aussi by your side, tu vois. Je pense que c'est des choses auxquelles vous êtes sensibles chez Daphni, mais on essaie d'être sur des solutions un peu cousu main sur chacune des opérations, d'être constructif sur les opérations, et donc voilà, ça nous allait bien. C'est toutes ces raisons-là qui font on adore, nous on adore. On est conquises. Est-ce qu'on lui pose ces 4 petites questions de la fin avant de raccrocher 4 petites questions, dont la première, je commence. Yoann, comment tu fais pour déconnecter, pour mettre ton cerveau en off la réponse va pas être très satisfaisante. J'essaie de partir en vacances en même temps que les autres. Donc au mois d'août. Le reste du temps, c'est plus compliqué c'est dur. De déconnecter. Est-ce que vous vous êtes déjà échangé avec ton jumeau ? Alors, juste, moi je vous entends plus dans le casque, mais je sais pas si vous m'entendez dans le micro. On t'entend très bien. Ah ok, pardon. Échanger avec ton jumeau, je précise, pour un parti. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Et alors, écoute... donc quand moi j'entends, c'est Sauvan qui n'entend plus. Après, c'est plus important toi. Ouais, c'est bon. Merci. Bon, c'est bon. Notre alors, garçon. écoute, je suis désolé de tuer ton fantasme. Oh non. Et non, on l'a pas fait. Je crois que... Non, mais je vais être très honnête avec vous. Je pense qu'on a un peu trop d'ego l'un et l'autre. Et quand il y avait un examen, on avait vraiment envie d'aller le passer et limite de faire mieux que l'autre, plutôt que d'envoyer l'autre à notre place. Donc, non, on l'a jamais vraiment Bonne fait. réponse. Outre le fait que si c'était le cas, je pourrais pas te le dire. Oui, exactement. Si tu me dis économie et finance, tout le monde va commencer à paniquer. L'endroit à Montpellier qu'on doit absolument aller, le restaurant. Ou restaurant, je suis désolé, je pourrais pas vraiment te dire parce que ça va te donner un peu des t'y vas des plus clichés. du tout. Si j'y vais, mais ça fait 15 ans que j'y habite plus et Ouais. donc quand même tout ça tourne un peu. Moi j'aime bien le vieux quartier de l'Écusson, quoi, du côté des églises de Saint-Roch, Sainte-Anne. Voilà, moi j'aime bien. C'est des rues piétonnes, c'est très vivant, et donc là t'as tout un tas de brasseries, de bistrots divers et variés. Et tu confirmes que Palavas-les-Flots est en train de remonter en... C'est quoi ça Palavas-les-Flots, je confirme surtout que c'est clivant. À chaque fois qu'on m'en parle, soit on aime bien, soit on Il y a déteste. un hôtel un peu trendy qui a ouvert là-bas, et apparemment, à faire, je me rappelle plus la chaîne. Et La dernière ? La dernière, on a envie d'un peu de soleil dans ce bureau. Est-ce que tu peux finir avec des petites expressions que tu as perdues en arrivant à Paris ? Ah non. Allez. Non, arrête. On est entre nous. Tous ces efforts. Si Aurélie commence, peut-être. J'ai les mains qui pèguent un peu là, tu vois, Yoann. Mais tu devrais manger de la chichoumeille. Il y en a plein, rose, jaune. D'ailleurs, il y a un moment donné, t'as dit... Oui, j'ai entendu. Il y a des petites fuites quand même. Il y a des petites fuites, mais je suis comme toi, je l'ai perdu un petit peu, sauf quand Tu on notes se marre. tes rendez-vous dans ton... Agenda. Et chaque fois, il se moque de moi. L'agenda. Tu dis une année ou une année ? Non, je dis une année. Ah ouais, d'accord. Toi, une année ? Moi, je le dis plus. Et à de suite. Ah, de suite, je dis Ah tout non, le alors temps. par contre, je vais pas au coiffeur et je Ah dis non, pas moi de non suite. plus. Ah non, moi... Ah putain. Ah ouais, à de suite, Non, attends, c'est... par contre, attention, parce que Sauvan, là, tu es en train de faire un amalgame, tu vois, entre... À de suite, c'est entre aussi... Marseille et... entre le provincial et le mauvais français. Tu vois. Attendez, je attention, suis provincial aussi. T'es sur un terrain glissant, là. Non, il y a zéro Je sujet. pensais pas qu'à de suite, c'était au coiffeur. C'était aussi terrible que dire je vais au coiffeur. Bah, tu vas plus le dire. Et du je ne coup. dirai plus jamais à de suite. Tu fais de l'essence ? Je vais faire l'essence. Moi, je pense que je fais de l'essence. Ouais, d'accord. Et c'est Ça quoi se dit pas ? Non, bah, je sais pas ce qu'il dit, ce qu'il dit pas. Du ouais. coup, on n'ose plus dire que ça. Non, je sais pas, et vous ? Moi, c'est ça. Non, Moi, mais je en dis fait, plus rien, moi. les vraies expressions idiomatiques, moi dans ma famille, à l'étage au-dessus, ils parlaient un peu le patois local historique, si tu veux. Donc les vraies expressions, il y a personne qui va les comprendre. Et c'est d'ailleurs, clair. je les ai oubliées et c'est bien comme ça. Et je c'est pense. bien comme ça. Voilà. Bon, et ben merci à tous les deux. Yoann, on te souhaite bien sûr le meilleur. Bon courage pour la levée, bon courage pour l'aventure Rock By. Et ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et vraiment, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé la prochaine aventure de Yoann, si vous avez envie de le rencontrer, Yoann Kojol sur LinkedIn. Sur LinkedIn ou par email yc@rockby.com. Roxane, j'allais dire. Rock By, c'est parce que tu vois, pour moi, Rock
Bye. Sovan, merci beaucoup. Merci à toi. Et C'était on a passé passionnant. un Merci, très bon moment. C'était hyper intéressant. C'était très financier et ça changeait de Camaro le dernier épisode. Mais c'est pour ça. Il faut de tout pour faire un monde. Mais c'est c'est la pour ça qu'on communauté. adore ce podcast parce que tu vois, là, tu nous as appris, en tout cas à moi et je pense certains auditeurs, beaucoup de choses hyper intéressantes. Donc Merci pour beaucoup. votre écoute bienveillante. Belle aventure à toi et Benjamin. Et puis à très vite. À très vite. C'est la suite au prochain épisode. Exactement. On te réinvitera, Yohan. À plus. Merci. Salut.